Voilà. Euh, Merci à toutes et tous, et surtout merci pour l'invitation, pour une intervention qui sort un peu du cadre de la programmation de la journée d'une certaine façon, puisqu'on va parler d'un monument qui se situe à Bruxelles, mais dont les enjeux restent les mêmes. Puis finalement, c'est là fouiller, restaurer, préserver, sensibiliser, ça reste les mêmes enjeux. Je vais vous parler de la maison Anon. Alors, je vais aller à très gros traits, et vous m'en excuserez. Donc la maison Anon, voilà, c'est les différentes parties, je serai très rapide. Donc c'est une maison Art Nouveau située à Bruxelles. Je vous montre quelques photos de l'intérieur qui ont été restaurées. Euh, voilà. C'est une maison commandée par Édouard Anon et Marie de Bar, donc le couple Anon dont elle tire son nom, à leur meilleur ami Jules Brinfot. Le couple, eux deux, ont plus ou moins 50 ans et ils décident d'en faire une maison portrait, en synthétisant leur goût et leur intérêt. Ils ont deux enfants, Henri et Denise. Édouard Anon est grand dirigeant du groupe Solvay, donc en charge du développement de Solvay à l'international. Et il demande à son ami Jules Brinfot de s'inspirer de différentes autres maisons Art Nouveau à Bruxelles. Ce sont des photos que Édouard Anon a faites en rue. Donc la maison personnelle de Victor Horta avec son atelier, l'hôtel Hotelet de Van Rysselbergh et Van de Velde, et le fameux hôtel Tassel, considéré, selon une certaine historiographie, comme l'acte de naissance de l'Art Nouveau. Et on voit que, par exemple, Jules Brinfot utilise volontairement la leçon d'Horta d'ouvrir la façade pour faire un renforcement dans la façade de la maison Anon, sans forcément éventrer avec du verre et du métal, avec le même radicalisme que l'a fait Horta. Voilà également un avant-projet de la maison avant la construction. Donc Jules Brinfot est un architecte de l'éclectisme et donc il propose en fait à ses commanditaires le même gabarit mais différentes variantes. Donc on a des variantes plutôt rococo ou françaises et puis vous allez avoir des variantes beaucoup plus modernes, donc art nouveau, voire un petit peu éclectique. Je vous montre toute une série de plans parce qu'en fait on a une chance assez exceptionnelle avec ce projet, ce qui va avoir une incidence sur le projet en lui-même, c'est qu'on possède en fait toutes les archives, y compris de la construction du bâtiment. Et donc, alors que le projet n'était pas initialement de restaurer à l'identique le bâtiment, ce choix s'est imposé finalement vu la qualité des sources qui étaient à disposition. Voilà différents éléments. Un bas-relief de Victor Rousseau sur l'angle de l'avenue Bruckmann. Les sources d'inspiration, je vous en parlais. Donc vous avez l'escalier monumental. Voilà un dessin de Jules Brinfot pour l'escalier. Eh bien, il s'est inspiré par exemple du Petit Palais, l'escalier du Petit Palais à Paris, que vous allez retrouver donc dans la maison Anon elle-même, avec une fresque monumentale. Toute l'importance de fusion des arts. À l'époque, il n'y a plus de hiérarchie, ou en tout cas, on tente à les abolir. Et là, vous avez un artiste peintre qui fait donc bien partie de la catégorie des beaux-arts, qui réalise de l'art appliqué en le faisant sur un mur. Et donc se pose immanquablement la question, qu'est-ce qu'est œuvre d'art? Est-ce qu'on doit séparer? Est-ce que ça forme un tout? Ici, l'œuvre d'art principale, c'est cette fresque, c'est cette cage d'escalier, mais qui appartient de facto au bâtiment et donc qui n'est pas un patrimoine de beaux-arts, mais un patrimoine architectural. Enfin, académique, je veux dire. Voilà un autre détail. L'artiste est Paul Baudouin, photographié par Édouard Anon. Brièvement, le rez-de-chaussée, donc on a décidé, ça j'en parlerai plus tard, quelques photos du rez-de-chaussée avec des photos d'origine. Je vous disais qu'on était relativement bien documenté. Je vous les montre en grand. Désolé, je vais assez vite. Voilà. Et comme je vous le disais, on a énormément d'informations, y compris des lettres, les échanges entre les établissements galais qui vont en fait meubler, aménager tout l'intérieur de la maison et les choix des commanditaires. Ça va permettre de reconstituer aussi le puzzle petit à petit, des choix qui ont été posés, des couleurs, des nuances de textile, des choix de boiserie, de marbre. On sait suivre pas à pas le chantier. Et après, évidemment, le jeu, une fois qu'on a retrouvé le mobilier, puisque on a retrouvé le mobilier, c'est de commencer à identifier petit à petit d'où viennent les différentes œuvres qui sont conservées par les établissements galais, par exemple. Ici aussi, une photographie faite par Édouard Anon avec un projet. Sans doute n'y avait-il pas assez d'ornements dans le salon au goût d'Édouard Anon, et donc il y a une demande en 1905 pour ajouter un ornement textile avec un échantillon du textile jaune
de part et d'autre du miroir sur la toile tendue. Les liens avec Gallet, très importants, simplement, Gallet, les établissements Gallet, Émile Gallet n'aurait sans doute pas vu le jour si Solvay ne s'était pas implanté dans l'est de la France et n'avait pas extrait la soude, tout simplement. Donc c'est pour ça que Gallet a eu une commande de Solvay également pour un vase qui s'appelle le travail de la soude. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Également à la mort d'Émile Gallet, son successeur, celui qui va reprendre les établissements Gallet, ce sera Victor Prouvé, le fils de Jean Prouvé notamment, le père de Jean Prouvé, qui fera lui la suite des commandes et qui supervisera en fait la production et la livraison des ouvrages qui ont été commandés aux établissements Gallet. Aux établissements Gallet, tout a été commandé. Mais quand je dis tout, c'est tout. Les verres de table, les lustres, le mobilier, les textiles. Donc les établissements français envoient en Belgique des tissus français parce qu'on vit à la française chez les Hanon. Pourquoi? Parce que madame est française. Et donc l'étiquette vient de l'épouse. Et donc on vit totalement à la française, à la maison Hanon. D'où des textiles qui ne sont pas produits en Belgique. Voilà pour le contexte rapide. L'après Hanon, et ça me semblait intéressant de vous faire de beaucoup plus montrer cette partie-là que le visiteur finalement ne perçoit pas dans la maison. Eh bien, vous avez l'occupation de la maison est reprise par la fille Hanon, l'aînée, Denise, de 1931 à 1965. En somme, elle vient vivre dans la mémoire du père, rien ne bouge, ce qui fait que les petites filles aujourd'hui de cette dame, qui sont toujours vivantes, peuvent témoigner, nous ont expliqué précisément où se trouvait chaque objet dans la maison d'après leurs souvenirs. Le bâtiment est vendu en 1965, Denise ayant 3 enfants, mais 5 ayant droit et successeurs. Et donc un projet est mené, un promoteur immobilier achète le bâtiment et propose de le détruire pour y mettre un bâtiment d'immeuble, comme il y a sur les autres coins, justement, de part et d'autre de l'avenue Bruckmann. Donc pas une grande surprise. Et le bâtiment est donc mis en vente en 1976, puisque entre-temps, la fille de l'architecte a réussi à faire classer la façade pour empêcher la destruction. Et donc le projet est remis, enfin l'entrepreneur ne peut pas mener à bien son projet et donc décide de revendre la maison. Voici un projet qui était prévu. Voilà. On a échappé belle quand même à certaines... Voilà. Ça, c'est l'avant-projet avant l'achat par la commune en 1977. La commune de Saint-Gilles achète le bâtiment avec une façade classée. L'idée étant toujours d'en faire du logement, puisqu'il y a une question de revitalisation de l'îlot, de l'intérieur de l'îlot, et donc de détruire l'intérieur qui n'est pas classé pour y mettre des plateaux en béton, pour y installer du logement. C'est ce qui s'est passé dans toutes les maisons mitoyennes de la maison Hanon. Et puis, le miracle vient finalement du classement intégral en 82-83 où on se dit c'est bon, c'est réussi, elle est sauvée. Eh bien non, parce que là les éléments commencent à prendre de la valeur. Il y a tous les PV de police et des réunions de chantier où on démonte la veille les vitraux et puis le lendemain on arrive et on se rend compte que les vitraux sont partis, ils ont été prêts pour être enlevés. Et donc cette maison va être petit à petit, les éléments vont petit à petit disparaître de la maison. Ce qui sera choisi en 1984 et 88, ce sera donc de stabiliser le bâtiment surtout. Donc pas forcément de le restaurer, mais de le stabiliser. Je vous montre quelques photos justement de l'état de la maison Hanon dans les années 70 et 80. Voilà. Donc on a la chance vraiment d'être extrêmement bien documenté. Et alors vous voyez qu'entre différentes visites de chantier, il n'y a déjà plus les carrelages sur les murs. Et 6 mois plus tard, il n'y a tout simplement plus de mobilier de salle de bain. Et donc ça veut dire qu'il y a un réel problème de conservation, en tout cas d'accès au bâtiment. Et autre exemple, la cheminée du salon. Voilà, quelques mois après. Voilà, donc on peut trouver, il y a plein de photos du bâtiment. Elle a incarné un peu ce mésamour ou ce rapport complexe qu'a le Belge ou le Bruxellois, en tout cas avec son patrimoine. C'est-à-dire, c'est la presse, c'est les sorties dans la presse qui ont permis que ce bâtiment soit classé, qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement. Et j'ai rencontré il y a à peu près 1 an le fonctionnaire qui a eu en charge le classement du bâtiment. Il m'a bien expliqué que c'était surtout le problème de la lasagne institutionnelle
qui en fait avait fait en sorte que ce bâtiment n'avait pas été classé suffisamment tôt et que c'était essentiellement dû à sa volonté à lui parce que lui avait décidé de mettre le dossier au-dessus d'une pile et pas de le laisser trop bas parce qu'il estimait que la maison était réellement en danger. Voilà, donc il y a une volonté, donc, comme je vous disais, de rénover, de stabiliser. Donc la commune se lance dans le projet, puis finalement elle se rend compte que c'est pire que ce qu'elle n'avait imaginé, puisque vous aviez de la mérule dans l'intégralité des pièces arrière, et donc il a fallu casser la moitié de tous les parquets et refaire donc la structure à l'identique. Également des grands problèmes d'infiltration au niveau des fresques, avec des restaurations qu'aujourd'hui, je suppose, on ne ferait pas de cette façon-là, parce qu'il y a une partie du dessin qui a disparu une fois la restauration réalisée. Et puis, donc, il y a un énorme chantier de restauration de différentes entreprises. Alors, je dis restauration, moi, je qualifierais ça plutôt de stabilisation de l'État, c'est-à-dire il n'y a pas de sondage, ce n'est pas une pratique courante à l'époque. Et donc on repeint dans la nuance qu'on voit en couche supérieure. Et donc on stabilise pour ne pas faire une interprétation trop hâtive. Mais donc on accuse le temps. Le temps récent est figé, du coup. Ce n'est pas le temps ancien. Voilà quelques photos donc, de la restauration des années 80. Et puis la maison Hanon trouve une nouvelle affectation. Elle devient une galerie de photos. Édouard Hanon étant photographe, on s'est dit parfait, centre culturel, c'est une évidence. Et en fait, Contre-Type s'est bien vite rendu compte qu'en fait, la majorité des visiteurs ne venaient malheureusement pas pour la photo, mais pour l'intérieur, si bien qu'ils ont fini par faire payer l'accès. Jusqu'en 2014, Contre-Type a occupé le lieu, mais surtout a collecté toutes les informations avant que nous prenions aujourd'hui le relais. Et donc ça veut dire quand même qu'ils ont été un lien majeur, un maillon nécessaire dans cette longue chaîne. Pendant près de 25 ans, ils ont collecté, eux, toutes les archives. Ils ont rencontré des descendants qui n'étaient pas aussi âgés qu'aujourd'hui. Ils ont tout collecté au niveau des informations, avec pas l'obligation de restaurer, puisque ce n'était pas leur mission, mais de régulièrement faire des visites guidées, parce qu'en fait, il y avait une demande. Et donc, ils se sont retrouvés dépositaires ou promoteurs de ce lieu, en fait, sans le vouloir, un peu à défaut, vu l'intérêt pour le bâtiment. De nouveau, donc Contre-Type part en 2014, 2018, eh bien, il y a une réflexion sur la restauration en fait, du bâtiment. À vrai dire, c'est la région de Bruxelles qui impose à la commune qui traîne un peu des pieds de devoir restaurer le bâtiment à l'identique. Donc la stabilisation est choisie de nouveau et donc là, il y a uniquement un travail qui va être opéré sur l'étanchéité du bâtiment, en se disant que c'était la personne qui allait reprendre la gestion du bâtiment qui devrait s'occuper de la restauration intérieure. Si elle le souhaitait, le bâtiment était tout à fait fonctionnel selon la commune, ce qui est objectif. Voilà l'état de la façade dans les années 2017, donc il n'y a pas tellement longtemps. Et donc il y a eu d'abord surtout un travail donc, sur toutes les menuiseries extérieures, toutes les vitres, le simple vitrage qui datait des années 80, donc de la première phase de restauration, a donc été enlevé sans grand scrupule pour y mettre un simple vitrage mais haute performance acoustique et thermique. Tous les menuiseries ont été décapées, revernies, et le bow window surtout a retrouvé sa couleur d'origine qui est plutôt jaune, ça je vais vous le montrer. La restauration d'ailleurs n'est pas terminée de ce bow window. Et puis il y a eu surtout le grand chantier de la fresque qui elle tombait, donc le liant qu'il y avait dans la chaux avait disparu, s'était évaporé avec le temps, et donc il a fallu à la fois stabiliser avec des injections et retoucher l'intégralité de la fresque, puisque quand on mettait la main sur la fresque, on avait en fait les pigments sur le bout des doigts. Ça, c'est la question, la restauration jusqu'au moment où la commune se pose la question, bon, on a un bâtiment qui est vide depuis 2014, qu'est-ce qu'on va en faire? Plein d'affectations proposées, une chocolaterie, les bureaux de l'urbanisme, et finalement une galerie d'art, d'art nouveau avec une fondation qui, au moment de signer la convention, sortir comme ça du projet. Donc le projet ne voit pas le jour, c'était en 2018. Et finalement, en 2019, on pose la question au conservateur du musée Horta pour obtenir le poste de conservateur au musée Horta, quelle affectation choisir pour la maison Hanon. Eh bien, c'est du coup le projet du conservateur actuel du musée Horta qui va être conservé, c'est-à-dire d'en faire un espace d'exposition pour de l'art nouveau. On reste sur l'idée d'un espace d'exposition.
Et donc là, on entame une série de restaurations, vous voyez toujours ici, hein, sur l'étanchéité, sur les vitraux. Je m'excuse, je ne donne pas les noms de tous les artisans, il y en a beaucoup. Donc voilà, là c'est par exemple les ateliers Mestac. Par exemple, là, le choix de la restauration, c'était intéressant. On a dû déposer les vitraux, même s'il n'avait pas c'était pas nécessaire de les restaurer. Mais on a fait le choix de les déposer parce qu'on devait restaurer le métal. Donc là, on s'est posé la question jusqu'où on va dans la restauration, et on a dérestauré une partie de la restauration des années 80 pour coller davantage avec ce qu'on avait appris depuis 40 ans sur les techniques de l'Art Nouveau et la connaissance qu'on a des métiers du patrimoine. Voilà. Et donc finalement, la question d'affectation comme lieu d'exposition arrive vers 2020. Et 2021, eh bien, les deux ASBL, enfin la maison Anon Horta, pardon, le musée Horta, décide de laisser la maison Anon vivre sa propre vie pour plein de raisons. Par exemple, si nous rentrons un dossier à la loterie nationale, eh bien, c'est ou la maison Anon ou le musée Horta qui vont recevoir, mais pas les deux la même année. C'est toutes des choses comme cela. Les subsides aussi, on les divise par deux. Et donc toutes ces questions-là étaient pour nous importantes pour donner des chances à la maison Anon. Toutes les questions étaient aussi de savoir est-ce que la maison Anon sera suffisamment forte pour exister et fonctionner en tant que bâtiment à part entière avec une identité qui lui est propre. Du coup, la question de la vie des Anon, des archives, de la restauration est remise au centre du discours un peu tard par rapport à la date d'ouverture projetée. Et donc un peu sur les chapeaux de roue, on décide de dire on restaure ce qu'on sait restaurer et puis on va présenter au public ce que c'est qu'un chantier de restauration en le faisant participer progressivement à ces différentes étapes de la restauration du patrimoine. Et donc la première restauration qu'on a faite, qui était une exigence aussi de la région pour l'année 2023, c'était de nettoyer, j'insiste, c'est bien nettoyer, pas restaurer. Il y a une différence, c'est qu'il ne faut pas de permis pour nettoyer, donc ça a quand même des avantages. On gagne du temps. Donc la façade a été, il y a Colin Socatra qui a joué le jeu de se dire on fait tout dans des délais assez courts. Donc montage, démontage, nettoyage, etc. de la façade, ça a duré 8 semaines. Donc c'est assez remarquable. Donc quand on veut, on peut. Hein. Et donc voilà le résultat après restauration de la façade, elle est de nouveau toute blanche. Voilà. On a fait le choix aussi de ne pas aller trop loin dans la restauration. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas envie d'enlever de la matière. La façade avait déjà été sablée dans les années 80, donc la pierre de ville et les petites briques de Silésie étaient devenues poreuses. Et donc on s'est dit que si on ressablait, en fait on allait accélérer l'érosion des pierres et des sculptures. Et donc là il y a un choix d'avoir volontairement à certains endroits, notamment au niveau du balcon, de garder certaines taches noires. Idéalement, je pense qu'un nettoyage au laser pourrait être envisagé dans les années à venir, mais ce n'est pas moi qui déciderai, ce sera avec des architectes. Et donc la restauration intérieure a pu commencer. Donc je vous montre deux chantiers, ceux des textiles. Alors c'est aussi un petit peu aventureux, c'est-à-dire que le textile Art Nouveau est un domaine qui n'est pas du tout étudié. Donc un jour ce serait utile d'y aller franco dans l'étude. Et on avait la chance, comme je vous disais, d'avoir toutes les archives. Et bien dans les archives, on nous explique clairement ce qu'il y avait comme textile, avec même la composition du tissu. Un tissu français composé à 54% de jute et 46% de coton, ce qui nous a permis de solliciter les ateliers Prel pour refaire une toile barbare, parce que donc on avait décidé de réunir des spécialistes du textile français et belge pour discuter de toutes les archives et de toutes les photos qu'on percevait pour envisager une restitution des couleurs et des matérialités. Donc c'est comme ça qu'on a restitué les textiles. Et donc c'est, voilà par exemple, on a remis une pose à l'anglaise, puisque en observant les petites traces de rouille dans le plâtre, on s'est rendu compte que c'était bien un tissu français mais tendu à l'anglaise et pas à la française. Voilà, genre petit détail qui est assez intéressant. Et puis l'autre chantier qui était, je pense, le plus intéressant pour le public, c'était la restauration de la serre, des décors de la serre. Donc je vous avais montré que cette serre a subi énormément de dégâts des eaux et d'infiltration. Une partie de la couche picturale est tombée, mais on a la chance d'avoir des photos anciennes qui nous montrent ces décors. Et donc l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, a été sollicité par la région, et donc c'est Emmanuel Job qui a dégagé les décors
Ici, après avoir fait différents tests de protocole il y a un an auparavant, là on a pu dégager effectivement l'intégralité, les éléments nécessaires à la restitution de l'ensemble. Donc on a tous les différentes nuances et les différents séquençages des pochoirs, ce qui va nous permettre, voilà. Et donc, comme vous le voyez, Emmanuel Job donc travaillait dans la serre. Elle fait partie du décor et c'est presque un tableau à part entière. Et puis le public en fait était invité à regarder. Donc pour ça, on avait fait des documents qui étaient distribués à l'accueil du bâtiment en 3 langues pour expliquer la technique de restauration tout simplement des décors. Et ça a eu son petit succès. Voilà une proposition, enfin un état de la question sur la restitution avec encore quelques interrogations qu'il faudra calibrer. Et puis ensuite, le mobilier a pu revenir progressivement. Donc je vous avais dit qu'on a pu tracer tout le mobilier. Eh bien, une partie du mobilier est déjà de retour. Mobilier, sculpture qui arrive progressivement. Et on a su donc inventorier également toutes les œuvres d'art qui étaient présentes dans la maison. Aujourd'hui, on estime qu'on a pu tracer 87% des œuvres qu'il y avait dans la maison, jusqu'aux couverts de table et jusqu'aux épingles à cheveux. Donc ça, c'est grâce à la mémoire des descendants ou de personnes intéressées par le lieu qui ont pu transmettre ces différents objets. L'idée, ce sera aussi de travailler beaucoup plus sur le travail photographique d'Édouard Hanon dans les années à venir, puisqu'Édouard Hanon est un des représentants du pictorialisme en Belgique et travaille à partir de tableaux comme celui d'Émile Clos, ici la traversée de la Lys, et surtout ses voyages en Russie, aux États-Unis nous permettent, il y a quand même 3000 plaques de verre, nous permettent d'avoir une connaissance assez forte et personnelle de ces univers d'avant la révolution industrielle. Le musée, donc, puisque je vous parle de la restauration, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? Eh bien, donc la communauté française, la cellule d'architecture de la communauté française nous a aidé à faire un marché public européen pour sélectionner un scénographe. C'est l'architecte Asli Cicek qui a été sélectionné avec une volonté d'avoir une transparence. Elle partait du principe que les objets qu'on allait exposer, vous le voyez surtout sur cette diapositive-ci, ont une personnalité suffisamment forte dans un bâtiment qui a déjà une personnalité forte. Et donc elle a davantage travaillé sur une transparence et une réflexion qu'une présence. Donc elle joue vraiment le jeu de la discrétion. Et alors ça, ce sont pour les œuvres qui n'ont pas de lien avec la maison. Donc il y a une distance entre l'architecture et l'objet. Quand l'objet n'appartient pas à la maison, là c'est dans le cadre d'exposition. Je vous ai montré, quand les objets appartiennent à la maison, eh bien, on a décidé que ces objets avaient, entre guillemets, le droit de toucher le sol ou les murs selon leur disposition, de façon à ne pas induire non plus le public en erreur. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut quand même se rendre compte que, par expérience, il y a quand même 60% des visiteurs qui ne font pas la différence entre l'art nouveau et l'art déco, et que dès que vous avez un objet ancien, on a toujours tendance à penser que ça fait partie de la maison, même si c'est des années 70, par exemple. Donc le programme aujourd'hui, c'est d'avoir une exposition par an. Donc l'exposition, elle vient de se terminer. On avait présenté les chefs-d'œuvre de l'Art Nouveau belge de façon à créer un discours. Vous voyez qu'il n'y a pas Horta dans le titre de l'exposition. En fait, on travaille main dans la main avec Victor Horta, avec le musée Horta, à valoriser justement la diversité de ce patrimoine bruxellois. On est à 400 mètres du musée Horta. Et donc, il y a c'est une équipe à deux qui permettent de valoriser ces patrimoines dans un tissu urbain. Toute l'importance d'une maison, parce qu'en fait, le public vient dans une maison, il ne vient pas dans un musée quand il va à la maison Hanon. Il vient pour connaître l'intimité, et donc du coup, par extension, il peut s'intéresser à des objets connexes ou une période ou des expositions liées à cette période. Ici, ce sont les tâches des chambres. Donc, pour le moment, la restauration, elle est centrée sur le rez-de-chaussée, de façon à laisser, comme à la Villa Bogossian, par exemple, le premier étage vide. Il est évident que dès qu'on a fini le rez-de-chaussée, on commence la restauration du premier étage. La condition pour restaurer, c'est celle que moi j'ai imposée, c'est que le mobilier revienne, de façon à ne pas figer les pièces, de garder des espaces d'exposition si on n'a pas les meubles d'origine, mais ne pas remettre un papier peint sur un mur pour finalement avoir une pièce qui reste totalement inanimée et dans laquelle il va falloir travailler qu'au centre de la pièce et pas sur les murs. Voilà.
Pour le moment, je vous invite à vous rendre à la maison Anon. Je fais une pub, mais je m'en excuse, mais c'est lié à l'exposé que je donne. On présente justement toutes les vicissitudes de la maison Anon avec des objets qu'on vient de réacquérir qui sont liés à l'histoire de la maison. Voilà, donc on a une nouvelle exposition par an, ce sera sur le symbolisme l'an prochain. Et alors pourquoi je vous donne ces informations et celles-ci, c'est pour parler aussi ce que c'est que le patrimoine, l'importance du patrimoine. Finalement, c'est un peu une surprise pour nous, hein, je ne le cache pas. En moins de 2 ans, on a attiré plus de 100 000 visiteurs, ce qui est inimaginable. On avait projeté dans les meilleurs des scénarios 31 000 visiteurs. Finalement, le musée Horta, il y a des billets combinés qui existent. Eh bien, le musée Horta, les billets combinés ne représentent que 26% finalement des ventes. Donc 74% des visiteurs viennent pour ça. C'est pas négligeable du tout. Je vous montre aussi les cycles de vie. Alors, la conclusion, c'est que 49% de notre public a moins de 35 ans parce qu'on a mis une politique à disposition des jeunes publics. C'est gratuit jusque 12 ans, par exemple, et c'est 4 € de 12 à 26 ans, de façon à ce que ce public vienne. Et paradoxalement, c'est lui qui a fait notre promotion parce que c'est lui qui a diffusé sur Instagram et sur TikTok les intérieurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Maison Anon a le même taux de remplissage que le musée Horta, alors qu'il y a 2 ans, le nom Maison Anon, le mot Anon, n'avait pas de valeur ajoutée. On ne savait pas ce que ça représentait. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu commun. Voilà, une exposition par an, une activité par mois. Voilà. On est relativement autonome, comme vous pouvez le constater. Et bon, voilà. J'ai fini.